Bonsoir à tous. Donc, ravi de vous accueillir et d'accueillir Catherine Thibault avec nous ce soir pour ce quatrième webinaire du réseau Oudinot. Donc, je vais me permettre vraiment en 3 minutes d'introduire ce webinaire. Et puis, bien entendu, c'est Catherine Thibault qui aura le cœur de la parole ce soir autour de notre sujet d'actualité, le mentorat. Nous aurons en fait la chance d'avoir deux moments d'interaction avec Catherine. Donc, vous pourrez poser vos questions sur le chat, enfin sur le petit icône converser. Et donc, c'est Bruno Devers, donc, qui est aussi membre du réseau Dino et donc engagé, qui va donc avec nous organiser l'ensemble de ces questions qu'on posera à Catherine. Et puis, bien entendu, on prendra un petit temps de conclusion et on vous donnera notre prochain rendez-vous. Donc, le réseau Dino, pour évidemment les membres, vous le savez, mais pour les extérieurs à qui je souhaite encore la bienvenue, qu'est-ce que c'est? Le réseau Dino, nous sommes une association vivante de plus de 400 cadres et cadres dirigeants. On existe maintenant depuis un peu plus de 15 ans. On regroupe tous les secteurs d'activité, tous les métiers. Et on a en commun le fait d'être tous des personnes expérimentées, avec une vraie expérience managériale. Et ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en commun nos expériences, nos pratiques, nous enrichir mutuellement. Et donc, de cette façon, on prépare nos évolutions professionnelles, on développe notre employabilité. Et ce qu'on cherche à faire, c'est donner du sens à notre parcours professionnel. Nos membres ont en commun également d'adhérer à des valeurs clés qui nous sont chères au réseau Dino. Ces valeurs clés, elles sont évaluées lors des entretiens de recrutement et elles sont vérifiées tout au long du parcours. Cette première valeur qui nous est chère, c'est l'engagement. Les personnes qui rejoignent le réseau Dino ne sont pas là pour simplement piocher et prendre, mais elles sont là aussi pour donner, pour s'impliquer dans la conduite de commissions, d'ateliers, pour proposer des conférences, et puis pour partager avec les uns et les autres. Donc, les autres valeurs que nous partageons, c'est aussi le partage, l'expertise et la curiosité. Nos membres, pour information, sont pour la majorité en poste. Ils ont une activité professionnelle qui est très nourrie et avec ça, ils trouvent du temps pour s'engager et être bénévoles. Dans ce réseau Dino, on a un conseil d'administration qui en est l'illustration, puisque sur les 9 membres du conseil d'administration, 8 sont en fonction et chacun a une mission qui est bien identifiée pour faire avancer le réseau Dino. Donc, en fait, en synthèse, ce qu'on travaille ensemble ici au réseau Dino, c'est construire notre avenir professionnel, c'est accélérer notre parcours si jamais il était en transition, c'est optimiser cette période transitoire lorsqu'elle arrive et c'est en tout cas se donner tous les moyens de donner ce coup d'accélérateur et de trouver de l'énergie au sein du réseau Dino. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée des conférences, des thématiques qui vont permettre à chacun de s'enrichir, de s'ouvrir, de se préparer aux évolutions du job ou de préparer tout simplement son prochain job. Ces conférences, c'est évidemment un moyen d'avoir des occasions de connexion, de rencontres et de pratiquer du networking professionnel de façon à la fois et professionnelle et conviviale. Donc, en fait, ce qu'on pratique au réseau Dino, c'est l'ouverture, surtout pas le repli sur soi. Et c'est cette démarche qui nous permet aujourd'hui d'assurer les conditions de succès pour chaque membre qui veut s'engager. Voilà pour le réseau Dino. Mais je voudrais maintenant, parce que bien évidemment, c'est le cœur de notre webinaire de ce soir, c'est vous présenter, vous introduire Catherine. Donc, Catherine est diplômée de l'école des psychologues praticiens, donc souvent renommée psychoprate pour ceux qui connaissent. Catherine a passé 26 ans chez Danone. J'allais dire en souriant, moi, que 10, mais on a en commun notre parcours dans une entreprise qui a beaucoup marqué chacun de ses membres, donc le groupe Danone, et dans lequel Catherine a travaillé énormément sur l'aspect relations humaines, donc d'abord au recrutement, puis après au développement des carrières, au dialogue social, à la responsabilité sociétale, et puis également la stratégie d'égalité et de diversité, en passant par le développement durable, dans lequel d'ailleurs, pour information, hier, Danone a été nommé exemple à suivre.
Et donc, Catherine, vous avez travaillé directement dans l'équipe de Muriel Pénicaud, que nous connaissons tous aujourd'hui, bien évidemment, au ministre du Travail. Et depuis 7 ans, vous avez créé, fondé Intervenir Consulting, dont le but est d'accompagner les organisations, que ce soit les entreprises privées ou bien les associations et les collectivités, pour accompagner les prises de poste, les changements de position, accompagner les premières entrées dans les CODIR. Et puis, vous êtes également certifié coach, membre de SF Coach et de EMCC France. Et puis, on va le noter également, c'est que vous écrivez aussi et vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti il y a à peine un an, Les clés d'un mentoring réussi. Donc voilà un très joli parcours qu'on a envie d'entendre au travers de votre expérience sur un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, puisque nos membres sont tous des managers. Et donc, on va parler ce soir du mentorat. Donc, avant de vous passer la parole, on est maintenant tous sur mute. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Et on aura 2 sessions, donc 2 pauses, qui nous permettront de pouvoir interagir avec vous. Et donc, c'est Bruno et Jacques qui pourront faire la reprise de ces différentes questions. Donc, merci beaucoup pour ces 3 minutes d'écoute pour mon introduction. Et Catherine, je vous laisse la parole. Et donc, du coup, je vais départager mon écran pour qu'on puisse vous voir et se voir au travers de l'écran. Merci et à vous, Catherine. Et donc, il faut vous démuter. Voilà, bonjour à tous, bonsoir. Merci beaucoup de cette invitation et j'entends que les valeurs du réseau Oudinot résonnent fortement, agréablement à mon expertise de mentorat. Et j'ai aussi été frappée par tous les mots. Merci beaucoup pour tous ces mots que vous avez mis dans le chat, que j'ai lu évidemment. Alors, on parlera peut-être de certains pour cadrer bien le sujet. Et en tout cas, j'ai envie de commencer mon propos avec une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'Anaïs. Elle a 24 ans. Elle a un BTS d'assistante de direction. Et c'est son premier poste. Alors, elle se trouve un peu perdue dans une grande entreprise. Elle a toujours été bonne élève, mais là, elle commence à paniquer, à entasser les demandes sur son bureau, d'autant que son patron est un courant d'air, il n'est jamais là. Et ses collègues de bureau semblent déjeuner entre elles, ne la sollicitent pas. Elle commence à s'inquiéter, elle s'ouvre à ses parents, ses amis qui lui disent « Mais attends, accroche-toi, tu as bien de la chance d'avoir obtenu ce poste. » Et elle se culpabilise et elle dort mal, elle se dit que c'est de sa faute. Elle pense à quitter. Mais quelques semaines après son arrivée, la responsable des ressources humaines vient la voir et lui propose d'être accompagnée par un manager qui a beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans un tout autre service. Elle accepte sans savoir exactement ce dont il s'agit et ils vont se voir pendant 6 mois, plusieurs fois, une fois par mois. Elle pose des questions, petit à petit, elle se sent en confiance. Il l'écoute, il partage son expérience et leurs conversations ne font l'objet d'aucun rapport à quiconque. Et au fur et à mesure de ces conversations, Anaïs découvre le fonctionnement de l'entreprise. Toutes ces petites choses en fait qui ne sont pas écrites, c'est ce qu'on appelle les codes implicites, les petites choses qui facilitent la vie. Elle apprend aussi à oser poser des questions pour mieux comprendre et exécuter sa mission, à aller au-devant des autres pour les connaître, à s'intégrer, à repérer qui peut l'aider. Et voilà, après 6 mois, Anaïs qui a pris confiance en elle, qui a trouvé sa place dans l'entreprise et qui commence à être bien intégrée, à être épanouie, efficace et appréciée. Cet accompagnement lui a donné des ailes. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le chat le mot « aile ». Alors, j'espère que c'était Karine dans le sens de donner des ailes. On peut dire que le mentorat, c'est ça. Une relation entre 2 personnes, dont l'une, appelée mentor, est un peu plus confirmée que l'autre, qui est donc appelée mentor, et qui n'a aucun lien avec la personne qui est appelée mentorée, qui est plus jeune. Ils n'ont pas d'enjeu, pas de lien hiérarchique ni fonctionnel. Et ils ont des conversations libres et surtout confidentielles sur des sujets de la vie professionnelle apportés par le mentoré, ou dit aussi menti,
avec le seul but d'apporter une aide pour progresser dans sa vie professionnelle. Et le tout basé sur un partage d'expérience. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je crois que la définition est tout à fait posée. Et je vais juste compléter avant qu'on puisse passer à des questions sur les différentes formes de mentorat, parce qu'il y en a beaucoup de formes. Alors déjà, je voudrais dire, mon idéal, ce serait quand même le mentorat informel. C'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin d'organiser des programmes. Alors, c'est le cas dans certaines entreprises, notamment anglo-saxonnes, qui ont développé ça depuis longtemps. Et je vais citer par exemple IBM, où vous pouvez trouver en fait sur le site d'IBM une liste de personnes, de salariés qui sont d'accord pour être mentors. Et vous pouvez aller vous-même demander un mentor à l'intérieur d'IBM. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? C'est parce que la culture de mentorat est tellement développée chez IBM que c'est devenu naturel. On n'a plus besoin d'avoir un RH, un responsable de projet qui s'en occupe et qui organise. Ça, ce serait l'idéal. Mais dans beaucoup plus d'entreprises, on est quand même encore conduit à mener des programmes plus ou moins importants avec différents publics. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle le mentorat organisé. Donc, le classique, c'est ce que je viens d'expliquer, une personne qui est plus confirmée, qui accompagne une personne qui est plus jeune. Alors, ça peut être dans le sens de viser une intégration, ça peut être dans le sens de donner un coup de pouce pour éclairer l'entreprise, etc. Donc, ça, c'est le classique. Alors, après, il y a le croisé. Le croisé, c'est par exemple plusieurs sociétés d'un même groupe. On va prendre par exemple le groupe Bouygues que j'ai accompagné un peu, le groupe Orange aussi. C'est on croise, le mentor et le mentoré ne sont pas dans la même filiale. On peut aussi faire de l'inter-entreprise, par exemple des programmes entre Sodexo, Accor, TF1, qu'est-ce qu'il y avait encore voilà. Un groupe d'entreprises qui se trouve par exemple, ce qui paraît plutôt malin, sur un même territoire. Comme ça, on peut se rencontrer plus facilement. Ça, c'est du croisé. Le mentorat inversé, vous en avez peut-être tous entendu parler. Là, on va aller chercher plutôt les juniors qui deviennent les mentors des personnes plus seniors. C'est AXA qui a beaucoup développé ça, d'abord en prenant des jeunes geeks nouvellement intégrés, à qui on a confié des membres du comité de direction qui n'étaient pas très à l'aise avec Instagram, WhatsApp, etc. Et dans le but donc d'acculturer au numérique. Hein. Alors, c'est plus large que ça maintenant, en fait, parce que c'est dans le but aussi d'une conversation générationnelle, de casser les silos entre les générations, et ça fonctionne très bien. Après, vous avez le mentorat pair à pair. Moi, j'accompagne des expériences entre plusieurs entreprises, donc c'est du croisé et aussi du pair à pair. Ça veut dire qu'on forme des binômes avec deux personnes qui sont au même niveau de responsabilité. Il n'y a pas un plus senior et un plus junior. Et au sein du binôme, chacun est mentor et mentoré. Et ça marche aussi très bien. Il y a encore le mentorat solidaire, qui est une forme de mentorat un petit peu particulière, associative, par exemple, nos Capital Filles, qui consiste à ce que des personnes en entreprise accompagnent des jeunes qui sont au lycée, notamment des femmes, dans des endroits, en fait, des quartiers, etc., où les filles ne pensent pas forcément à se projeter dans des études supérieures. Donc, c'est une forme de mentorat solidaire. Vous connaissez peut-être nos quartiers ont des talents, qui permet d'accompagner, alors on appelle ça parrainage, mais pour moi c'est du mentorat, à visée d'intégration professionnelle. Le club du 21e siècle, qui aussi accompagne des personnes qui sont en emploi et qui sont susceptibles d'être discriminées, parfois avec un double plafond de verre, être femme et être d'origine étrangère. Et donc le but, c'est d'aider à lever les obstacles. Voilà. Et à grande échelle, je voudrais signaler que maintenant, on a aussi des plateformes digitales. On a par exemple Unity, on a Mon Mentor, qui sont les deux que je connais le mieux, mais il y en a sans doute d'autres maintenant, qui permettent en fait de travailler sur des grands nombres. Parce que ce qui est compliqué quand on est en entreprise, c'est de former les binômes. Et donc, quand on a des grands nombres, ça devient un casse-tête chinois. Et donc, ces plateformes, c'est comme le mythique du mentorat, on va dire ça. Donc, les personnes sont invitées à rentrer quelques renseignements, les mentors comme les mentorés, et ensuite, il y a un algorithme qui fait le binomage, bien sûr, qui est ensuite validé par les personnes responsables du programme.
Voilà, les publics, j'en ai dit un petit mot. Donc, ça peut être les juniors qui rentrent en entreprise, donc on vise l'intégration. Ça peut être inscrit dans un programme femmes pour aider à lever éventuellement des obstacles, notamment dans des entreprises où la tête de l'entreprise est encore, par exemple, très masculine. Où on veut, par exemple, si on a signé un accord égalité homme-femme, souvent le mentorat va être une des pierres d'angle des programmes pour femmes. Il ne faut pas que ce soit le seul, parce qu'avec le mentorat, on ne fait pas grand-chose s'il est tout seul. Il faut que ce soit inscrit dans un plan d'action. S'il y a une question là-dessus, je pourrais vous donner 2-3 pistes. Et le mentorat, donc, il est en entreprise, il est dans le système associatif, il est dans les réseaux de femmes, par exemple Professional Women Network, le plus grand réseau de femmes en Europe. Ils font du mentorat entre les membres. En université, c'est très développé aussi. Dans les réseaux d'alumni, les anciens d'HEC, les anciens de l'ESSEC, les anciens de Centrale Lyon, etc. Et dans les réseaux de femmes, j'en ai déjà parlé. Voilà. Alors, parfois, ces programmes sont réservés à ce qu'on appelle des hauts potentiels. Personnellement, je déteste ce mot. Mais voilà, dans les entreprises, on a identifié des personnes qui pourraient peut-être aller plus vite que les autres et on va leur proposer en plus des moyens supplémentaires pour les aider à aller encore plus vite. Moi, je rêve évidemment de programmes de mentorat qui soient dédiés à absolument tout le monde parce que tout le monde a un talent. Et pour finir, juste ce petit propos pour vous laisser de la place pour les questions. Donc à EMCC, c'est European Mentoring and Coaching Council, qui est la plus grosse association de coaching en France. Nous avons mené une étude qui s'appelle « Étude sur l'état du mentorat en France » et je voulais vous signaler que quelque chose est en train d'émerger à côté de toutes ces formes que j'ai signalées. C'est le mentorat pour les entrepreneurs, alors qui existe déjà depuis un certain temps, qui est en train de prendre une forme assez extraordinaire, avec notamment le MoveJ, qui est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans qui créent leur entreprise, avec l'IME, l'Institut du mentorat de l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle le réseau M. Si vous faites le réseau M sur LinkedIn, vous allez trouver tout ce réseau. Et est en train de se développer une forme nouvelle de mentorat qui s'appelle le business mentoring, ou mentorat d'affaires. Ça veut dire des personnes qui vont en faire en fait un peu leur métier d'être mentor de personnes qui créent leur entreprise. Et il y a maintenant des cabinets sur la place en France qui en fait forment des mentors qu'ils vont dédier à des entrepreneurs qu'ils accompagnent par ailleurs. Alors en général, c'est inscrit dans un programme plus complet où on va avoir de la formation leadership, du consultant, de la consultance en juridique, en comptabilité, etc., plus du mentorat. Et voilà que maintenant, on a cette forme de mentorat qui pose un peu question parce qu'elle est parfois rémunérée. Donc, du coup, où est la gratuité? Et voilà, c'est en train de se développer. Et je m'arrête là pour que vous puissiez poser quelques questions. Et j'ai vu le mot « faire grandir ». Merci beaucoup, c'est tout à fait ça, la définition de mentorat. Écoutez, Catherine, avant de commencer, effectivement, je voulais faire part parce que j'ai effectivement été mentor dans mon entreprise. Il y avait eu un programme et qui était alors dans ce que vous avez expliqué comme mentorat classique, et en particulier, on visait des futurs managers. Donc, il y avait des jeunes et des moins jeunes, mais qui atterrissaient à des postes de manager, et pour lequel effectivement des personnes avaient été désignées au vu un peu de leur cursus, être un peu le mentor. En revanche, il n'y a pas tellement ni de formation, ni de guide ou autre. Quelles sont vos recommandations? Est-ce qu'effectivement, il peut être intéressant, je pense, d'avoir une structure en termes de périodicité, en termes de thèmes à aborder, ou est-ce qu'il est plus intéressant de laisser complètement le champ libre à chaque manager, de guider, on va dire, sa brebis en fonction de son expérience de manière plus intuitive? Alors, merci beaucoup pour votre question. C'était la deuxième partie de mon propos. Donc, soit je réponds maintenant, soit vous avez des questions sur... parce que j'ai vu des choses comme tutorat, j'ai vu figure tutélaire, j'ai vu
des choses comme référent, etc. Ça me pose question, j'aimerais bien répondre à ça, mais peut-être que vous avez aussi d'autres questions. Et je vous promets, Bruno, je vous réponds. Allez-y, répondez à ça, Catherine. Et en même temps, ce qu'effectivement, c'était une des questions, c'est est-ce qu'on peut aussi tout dire à son mentor? Donc, on pourrait peut-être un sujet qui peut être assez intéressant. D'accord, ok. Alors, peut-être je commence juste par ce que j'ai vu dans le chat au début, notamment le tutorat. En quoi le mentorat est différent du tutorat? Eh bien, le tutorat, au sens vraiment légal du terme, c'est vous avez un apprenti qui dépend de vous, donc qui dépend hiérarchiquement de vous. Vous devez être très compétent dans le métier que vous allez transmettre à ce jeune apprenti, qui par ailleurs va à l'école et essaye d'obtenir un diplôme dans la spécialité qui est la vôtre. Donc pour être tuteur, vous devez être formé et avoir beaucoup de bouteilles dans votre métier pour pouvoir avoir la qualification de tuteur, et vous allez transmettre quelque chose de technique. Vous allez être sur le contenu du métier. Tandis que le mentor, il va beaucoup plus être sur le savoir-être, sur ce qu'on appelle les soft skills, sur l'intelligence situationnelle, sur les codes implicites de l'entreprise, sur le partage de sa propre expérience en termes de vie professionnelle et pas sur le métier. Et d'ailleurs, moi, je recommande toujours, quand on forme les binômes, de ne jamais mettre un mentor et un mentoré qui sont dans le même métier. Pas un commercial avec un commercial, pas un financier avec un financier. C'est une recommandation. Alors, ça peut se faire quand même, mais je pense qu'il y a un risque qu'on soit sur le benchmark métier, la transmission du métier. Alors, de la même façon, je voudrais juste dire un petit mot sur figure tutélaire et référent. Pour moi, le mentor, le bon mentor, on va dire, c'est quelque chose quelqu'un qui ne se présente pas comme un modèle. Donc, ça n'est pas l'idéal, ça n'est pas une figure tutélaire. C'est juste un être humain comme vous et moi, et qui a aussi ses failles et ses faiblesses et ses questions. Très souvent, dans un cas de mentorat classique, vous avez le mentoré qui projette sur le mentor une image un peu idéale. Quelquefois, ils ont l'impression qu'un cadre dirigeant n'a plus jamais de doute, vous voyez, par exemple. Eh bien, ce qui est très important pour le mentor, c'est pouvoir se mettre dans une position où le mentoré va comprendre ce que c'est que cheminer, va comprendre les doutes, les questions. Et il n'y a rien de plus apprenant pour le mentoré que d'entendre un mentor qui lui raconte ses sorties de route et là où il s'est trompé, et évidemment les enseignements qu'il en a tirés. Et avec Catherine, une question justement sur ce sujet qui était, et en particulier dans le contexte actuel, où j'imagine un certain nombre de chefs d'entreprise ont beaucoup de questions. Est-ce qu'il peut aussi exister un mentorat entre chefs d'entreprise qui justement pourront partager de manière transversale leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs questionnements, leurs échecs? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, les mentors dont j'ai parlé, qu'on appelle business mentor ou mentor d'affaires, sont des chefs d'entreprise qui sont expérimentés, qui ont déjà créé plusieurs entreprises, parfois qui sont bien plantés, et qui accompagnent donc d'autres chefs d'entreprise, bien sûr. Et encore une fois, le mentoring pair à pair est aussi très intéressant, de s'entraider dans un cadre. Alors, je vais un tout petit peu répondre déjà à Bruno sur le cadre. C'est en effet, il y a un début, une fin. Et je vois qu'il y a une question sur le coaching. Ça me permet de répondre aussi sur une question qui m'est généralement toujours posée dans ces conférences. C'est quelle est la différence avec le coaching? Donc, il y a un début et une fin au mentorat. Hein, et donc, c'est cadré en effet dans le temps. Alors, pour répondre sur le coaching et le mentorat et d'autres formes, je vais déjà commencer par parler des similitudes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de points communs entre le coaching et le mentorat. Premièrement, c'est une relation duel entre deux personnes. Deuxièmement, ce sont des conversations confidentielles. Troisièmement, il y a un début et une fin. En général, c'est une séance toutes les 3 semaines ou tous les mois, pendant 6 mois ou pendant 8 mois, etc. Donc, il y a un cadrage avec un début et une fin. Il y a une attitude et une posture d'écoute et de questionnement ouvert pour bien comprendre la problématique et l'accompagner. Donc, c'est un accompagnement. Dans les deux cas, on parle bien d'accompagnement. D'accord ? Et surtout,
ce qui me paraît le point commun fondamental, c'est la conviction humaniste. C'est-à-dire penser être convaincu que quelqu'un qui est à côté de quelqu'un d'autre, ça permet de le faire grandir. Et j'aime bien votre mot de faire grandir. Voilà. C'est aussi la conviction que seule la personne peut bouger et agir. Et dans les deux cas, on a bien cette conviction qu'on ne fait pas à la place de l'autre. C'est pour ça que j'ai vu aussi un mot qui a été suggéré. Non, ce n'est pas suggéré. C'est discuter, c'est ouvrir des perspectives, c'est permettre de changer de lunettes, mais c'est au mentoré de prendre ses décisions. Alors maintenant, les différences. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un coach? C'est quelqu'un qui a fait des études, en général longues. Il a fait aussi un travail thérapeutique sur lui-même. Je parle du coach professionnel certifié. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'intitule coach de vie sur Internet, etc. Je parle du coach professionnel qui est référencé. En général, s'il est sérieux, il fait partie d'une association de coachs. Il est aussi accrédité. Et son client, souvent, c'est en fait l'entreprise. Son premier client, c'est l'entreprise, puisque c'est l'entreprise qui va l'appeler pour lui dire telle personne, nous aimerions l'accompagner dans sa prise de poste, ou bien là, il y a une difficulté relationnelle, on aimerait bien que vous accompagniez la personne, etc. Et il va y avoir un entretien de début avec la personne susceptible d'être coachée, qui en général devrait être volontaire. Dans les deux cas aussi, c'est quand même le volontariat est vraiment un indice de réussite. Il y aura le manager, donc le manager va être impliqué, il va être au courant, il va y avoir le RH et le coach. Et ensemble, ils vont déterminer les objectifs. Donc les objectifs vont être négociés. Alors que dans le mentorat, ils ne sont absolument pas visibles de personne, ni du manager, ni du RH. Voilà. Et puis, la vraie différence aussi, c'est que moi, quand je fais un coaching, je me fais payer. Donc le coaching est rémunéré, c'est un métier et il est rémunéré. Et en tant que tel, voilà, il a une valeur de marché. Le mentorat, même si on a vu, ça commence à exister, le mentor qui se fait rémunérer, pour moi, la valeur du mentorat, elle est quand même dans la gratuité et dans le bénévolat. Voilà. Écoutez, c'est une valeur, je crois que vous avez compris, qui au sein du réseau Oudinot est assez forte. Absolument, mais j'ai vu qu'il y avait engagement, bienveillance, entraide. Je me suis dit, mais ils sont en train de définir le mentorat, là. Selon vous, question, quelle est, donc on voit effectivement, donc à part la période très contrainte du confinement où le télétravail était généralisé, mais effectivement on ressent, même si ce n'est pas encore mis en place partout dans les entreprises, un grandissement en termes de journées de télétravail. Quelle évolution du mentorat vous voyez au travers de justement cette déportation du travail de plus en plus en télétravail? En fait, moi, comme beaucoup de personnes, je pensais que coacher à distance, mentorer à distance, c'était juste pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte pendant le confinement que même parfois, même par téléphone, on a une qualité d'écoute et une concentration qui permet tout à fait d'accompagner une personne. C'est différent. Alors, bien sûr, je conseille toujours d'avoir un premier entretien en face à face. Mais des mentorats à distance, j'ai des tas d'exemples où les personnes se sont très bien entendues. Il y en avait un au Tchad, l'autre en France, etc. Ils étaient par visio ou simplement par téléphone. Et franchement, pendant le confinement, j'ai observé combien, au contraire, avoir un entretien régulier par téléphone ou par visio, c'était du soutien. Et ça permettait de sortir de l'isolement. Alors, Catherine, il y a une autre question concernant les TPE. Alors, je vais essayer de la comprendre. Je pense effectivement quelqu'un qui est dans une TPE, qui n'a donc pas forcément beaucoup de gens autour de lui, quel conseil vous donneriez pour que la personne puisse trouver un mentor qui sera forcément et nécessairement en dehors de son entreprise? Est-ce qu'il faut aller dans le cercle familial, dans le cercle des amis? Est-ce qu'il faut taper au hasard d'une association ou autre? Alors, il ne faut pas aller au hasard. Il ne faut pas taper dans le cercle d'amis et de la famille parce que c'est pareil. Il ne faut pas mélanger amis et mentors, ce n'est pas pareil. Si vous faites partie, la personne qui a posé cette question, si elle fait partie d'un réseau d'entrepreneurs, peut-être qu'elle peut se renseigner si ça existe. Par exemple, moi, je suis dans le Val-de-Marne.
à la CCI du Val-de-Marne, ils ont un réseau avec des mentors. Bon, c'est pour un réseau de femmes, mais ça peut très bien exister pour un réseau mixte. Il n'y a pas de raison, évidemment. Donc ça peut être une solution. Mais aussi, dans tous les congrès où vous allez, les conférences, vous voyez les rencontres que vous avez là, même virtuelles, le réseau Oudinot, 450 personnes. Je suis persuadée que vous êtes en mesure de repérer quelqu'un dont vous avez observé qu'il est généreux dans le partage, dans les chats, qu'il intervient beaucoup, qu'il est à l'écoute des autres, qu'il a plutôt des conseils avisés, que vous auriez envie d'être accompagné peut-être par cette personne. Pourquoi pas l'aborder et lui demander s'il est prêt à vous consacrer un peu de temps, une fois par mois, pendant 6 mois, par exemple, 1 heure de son temps, pour vous accompagner sur votre problématique. Alors, évidemment, les TPE, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas à l'intérieur suffisamment de salariés pour faire mentor-mentoré sans que les gens soient dans une relation hiérarchique ou fonctionnelle. Donc, c'est pour ça que, évidemment, le mentorat est beaucoup plus développé dans les grandes entreprises. Mais encore une fois, je crois que maintenant, dans les réseaux qui existent, on peut mettre en place du mentorat. Alors, peut-être je vais aborder la question initiale de Bruno parce que je vois qu'il y a aussi c'est quoi un bon mentor, comment on accompagne les mentors, etc. Donc, je vais essayer de répondre à ça. Et je voudrais dire aussi que, à nouveau, chaque accompagnement a sa place. Le coaching et le mentorat sont tout à fait complémentaires. Pour ceux qui le souhaitent, je vais vous envoyer après un PDF qui vous donne 2-3 clés et vous mettez votre mail dans le chat et on va vous l'envoyer. Donc, c'est complémentaire. Le coaching permet des prises de conscience et le mentorat va permettre d'ancrer au quotidien les apprentissages. De la même façon, le manager et le mentor sont complémentaires. Ça, c'est important parce que vous êtes beaucoup des managers en entreprise. Il ne faut pas penser qu'il y a une concurrence. Et par contre, quand on organise du mentorat en entreprise, il faut vraiment être à l'amont, anticiper les réticences éventuellement des managers qui pourraient dire « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on propose du mentorat à mon collaborateur? Est-ce que je ne suis pas un bon manager ? Ou est-ce qu'il ne va pas aller raconter des choses sur ma relation avec lui à quelqu'un et je ne serai pas au courant? Comment ça se fait que je ne suis pas au courant, etc. » Vous voyez, c'est normal hein, qu'un manager se pose ces questions. Il faut bien expliquer au manager qu'il y a une complémentarité entre son rôle à lui, qui est de donner des objectifs, de former au quotidien, d'évaluer, de projeter son collaborateur dans le futur, et ce que ce collaborateur va faire avec son mentor. Prenons l'exemple du sujet, je réfléchis à ma prochaine étape. Eh bien, évidemment, c'est un sujet qu'on va discuter de son manager. Comment est-ce que tu me vois? Comment tu m'évalues? À ton avis, qu'est-ce que je pourrais faire derrière, etc. Le manager va avoir son opinion. Et puis, puisqu'il est impliqué, il y a un enjeu. Il va peut-être avoir envie de garder son collaborateur 2 ans de plus, alors que son collaborateur, il a peut-être des fourmis dans les jambes. Hein. Et son collaborateur, il n'aura peut-être pas forcément envie de discuter avec lui des autres idées qu'il a en tête, ou bien même de quitter l'entreprise, ou bien même de créer sa société. C'est peut-être pas avec son manager qu'il va pouvoir discuter de ça. Par contre, avec son mentor, il va pouvoir tout mettre sur la table. Alors, ça répond à la question, est-ce qu'on peut tout dire à son mentor? Ben oui, dans la limite de ce qu'on veut partager, évidemment. Il faut se servir de son mentor en posant les questions qu'on ne peut pas poser nulle part ailleurs. En fait, dans la vie, on a une étoile de ressources. Il y a les amis, il y a les conjoints, on a peut-être un psy, on a peut-être un coach, on a des fournisseurs, on a des collègues, on a un manager, on a des subordonnés qui sont aussi des ressources. Et puis au milieu de tout ça, il y a le mentor. Donc le mentor, il faut avoir une idée claire de qu'est-ce qu'on peut demander à un mentor qu'on ne demanderait pas à un ami, à un conjoint, etc. Voilà. Ça va? Et donc, le manager et le mentor sont vraiment complémentaires aussi. De la même façon qu'on parlait du tutorat, un apprenti peut très bien avoir son tuteur et on peut lui proposer un mentor. Et ça peut être une deuxième forme d'accompagnement qui lui permet de s'intégrer dans l'entreprise. Alors, je vais sur le cadrage là, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors, évidemment, il faut des conditions pour que le mentorat soit réussi.
Les conditions, c'est en effet un cadrage. Ça veut dire qu'on va d'abord bien identifier à qui on veut proposer ça. Imaginons qu'on fasse un programme en entreprise. À qui on veut le proposer? Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que ça s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise et dans les politiques humaines? Qu'est-ce qu'on en attend et quelle cible on va avoir? À qui on va le proposer et pourquoi? Ensuite, on va s'assurer que tout le monde comprend bien, que le mentorat comprend bien à la même définition du mentorat. Pour ne pas confondre avec d'autres choses, que je vous signale aussi, une autre différence, c'est le sponsor. Le mentor n'est pas le sponsor. Le sponsor, c'est quelqu'un qui, quand je sais où je vais aller chercher ce sponsor, qui est quelqu'un dans l'entreprise qui m'a vu travailler, qui sait ce que je vaux, et qui va décrocher son téléphone pour dire « Cette fille-là, mon vieux, il ne faut pas la louper. » Voilà. Et il va décrocher son téléphone pour faire ma promotion. Le mentor ne fait surtout pas ça. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse ça? Eh bien parce que sinon, moi, mentoré, je vais essayer de lui plaire. Je vais perdre mon authenticité parce que je vais essayer de faire la bonne élève qu'il aura intérêt à sponsoriser. Donc, il ne faut pas confondre sponsor et mentor. Pour autant, comme je dis souvent aux femmes, puisque j'accompagne souvent des femmes, on a besoin de mentors, mais pas seulement, on a besoin de mentors et de sponsors. D'accord? Alors, je reviens sur le mentor et le bon mentor. Alors, au début, moi, j'étais très intransigeante quand j'accompagnais les entreprises. Je disais, il faut que vous sélectionnez les mentors, des gens qui sont des bons managers, qui sont reconnus comme des développeurs de talent, des gens qui ont de l'écoute, etc. etc. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte que parfois, les entreprises décidaient que tous les membres de comité direction allaient être mentors. Bon, et donc, du coup, oui, il y a des gens qui naturellement le seraient volontiers et vont être tout de suite dans la posture, et puis d'autres, ce n'est pas tellement évident. Et je dois dire que je me rends compte que être mentor est un super apprentissage. Qu'est-ce qui gagne les mentors, mais formidablement, parce qu'on croit toujours que ce sont les mentorés qui ont du bénéfice. Donc, oui, les bénéfices des mentorés, gagner en confiance, oser, prendre du recul, ouvrir son réseau, mieux connaître son organisation, tester ses idées, s'intégrer, etc. etc. Bon. Mais les mentors, ils gagnent en écoute, ils gagnent en capacité de reconnaître leurs biais cognitifs, ils se connectent avec les jeunes générations, ils comprennent mieux les jeunes générations, ils prennent plaisir à partager et ils redécouvrent aussi la gratuité. Si on a le temps, je vous cite quand même une ou deux citations extraites de mon livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est que j'ai tellement de retours qui sont du bonheur que je me suis dit qu'il fallait que je les partage. Alors, je vous cite un mentor. Ce n'est pas facile de ne pas donner tout de suite des conseils, mais j'ai beaucoup appris en essayant de rester plus en soutien. J'ai l'impression que cela a fait évoluer mon management. Je suis plus en écoute. Et un autre dit, ça m'a fait changer. Par exemple, je suis sur le planning de remplacement et je me rends compte que je faisais ça vraiment top-down. Je vais clairement poser la question à mes collaborateurs de ce qu'ils veulent faire. Vous voyez comment ça permet d'évoluer dans sa posture aussi de manager. Et j'ai même un patron de CAC 40 qui s'était laissé embarquer par sa RH comme mentor et qui se disait « mais je ne vais jamais y arriver tellement j'ai un planning chargé ». Il avait collé son premier rendez-vous un vendredi à 4h de l'après-midi. Et le matin, il arrive, il regarde son agenda, il se dit « ah non mais c'est pas possible, il faut que j'annule ce rendez-vous ». Et puis finalement, de fil en aiguille, il ne l'annule pas. Et il m'a expliqué comment ce rendez-vous était sa bulle de respiration. Comment pour une fois on ne lui demandait pas de trancher, de virer quelqu'un, de trancher dans un budget, de fixer un rendez-vous, de décider quelque chose. Que c'était juste être en respiration à côté de la personne et en écoute. Et du coup, il a fait tout son mentorat en posant toujours son rendez-vous le vendredi à 4h de l'après-midi avant de quitter le bureau. C'est chouette comme histoire, non? Alors, ce qui est très important, je continue de répondre à Bruno, c'est donc le cadre, c'est-à-dire il y a un début, il y a une fin, il y a un guide et surtout,
et surtout, je forme mes mentors et je forme mes mentorés. Souvent, on me demande de former les mentors. Mais je dis, mais attendez, si vous voulez une relation d'égal à égal, ce que je recommande, il faut former les mentorés, il faut préparer les mentorés. Donc, la formation des mentors et des mentorés, c'est quand même juste la clé. Et ce qui est la clé de la relation, je ne dirais pas qu'est-ce qu'un bon mentor, je dirais plutôt qu'est-ce qu'une bonne relation de mentorat, une relation efficace de mentorat, une relation riche de mentorat. C'est que les personnes, mentors et mentorés, se sentent en parité. Ça veut dire se mettre vraiment dans une relation d'adulte à adulte, d'égal à égal. Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Parce que si vous avez un mentor qui est très expérimenté, le mentoré va être un peu voilà, va être un peu impressionné. Et donc, il va falloir beaucoup de talent au mentor pour vraiment prendre le temps de se faire connaître aussi lui-même, de partager et d'être à l'écoute et d'être vraiment en parité. Je vous lis une autre, je vais préparer une autre, si je la retrouve. Bon, moi, je ne la retrouve pas, c'est pas grave. Mais j'ai beaucoup de mentorés qui me disent, oh là là, on m'a donné un mentor qui est très haut placé dans l'entreprise, ça m'impressionne. Donc, c'est très important que les mentors soient formés à la bonne posture pour se mettre vraiment dans une relation d'égal à égal avec leur mentoré. Après, la clé, c'est la confiance. Et puis, ça ne se gagne pas au premier regard. Hein. Donc, c'est prendre le temps de se connaître et de se connaître au-delà du professionnel, se connaître un petit peu personnellement, savoir qui on est dans la vie, parler aussi de son organisation vie privée, vie pro. Voilà, c'est ça, dans la limite de ce qu'on veut partager avec son mentor. Mais prendre le temps de se connaître, prendre le temps d'installer la relation. Ça, c'est très important. Et après, c'est un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire bienveillance, hein, c'est vos valeurs. Bienveillance, qui ne veut pas dire, parce que j'ai vu compassion aussi, moi je ne mettrais pas compassion, hein. Il ne s'agit pas de souffrir avec la personne, ce qui est l'étymologie du mot, c'est plutôt empathie, mais en restant quand même à distance, parce que c'est le fait d'être à côté de la personne et pas fusionnel avec elle qu'on va l'aider et l'accompagner. Hein. Donc ce n'est pas compassion, c'est bienveillance, ça veut dire vouloir le bien pour la personne. Étymologiquement. Donc, ça veut dire que, et vouloir le bien de la personne, c'est pas moi qui décide le bien pour la personne, c'est qu'est-ce qui est bien pour la personne, c'est que la personne qui peut le dire. Donc, c'est je l'accompagne de façon à ce qu'elle prenne elle-même ses décisions de façon autonome. Donc, voilà un peu les principes clés. Et l'authenticité, ça veut dire que si je ne me sens pas en confiance, alors je ne peux pas être moi-même. Et donc, être soi-même est très important, sinon on ne peut pas bénéficier de l'aide, évidemment, du mentor. Et l'engagement, que vous avez aussi cité, ça tombe bien, parce que si je m'engage comme mentoré, eh bien, je m'engage à respecter les rendez-vous et je m'engage évidemment à me mettre en mouvement. Ça veut dire que j'ai réfléchi à mon sujet, qui n'est pas forcément un problème, ça c'est à retenir aussi. Ça peut être juste réfléchir à l'étape d'après, ça peut être améliorer la façon que j'ai de m'affirmer dans un codir et continuer de travailler sur cette question, par exemple. Ça peut être aussi une problématique vie pro, vie perso. Enfin, voilà, il y a plein de sujets de la vie professionnelle. Donc, je me sens engagée et c'est moi qui me mets en mouvement et je l'ai bien compris. Et, très important, c'est moi qui conduis le mentoring. Ça veut dire que si ça se dilue un peu dans le temps, c'est moi qui dois tenir le fil rouge. C'est moi qui rappelle le mentor. C'est moi qui suis en demande. C'est moi qui ai le sujet. Donc, c'est moi qui porte le mentoring. Contrairement à ce qu'on dit souvent. Et le mentoré, j'aimerais bien savoir, évidemment, vous ne pouvez pas tous répondre, mais j'aimerais bien savoir ce que vous diriez si je vous dis de quoi est responsable le mentor. Vous me mettez quelques réponses là, puis 8h moins 10, ça file à tout. Oui, parce qu'effectivement, d'ailleurs, Catherine, là, j'interviens sur une question de Françoise, là, qui vient d'être aussi, il y en a une autre qui était un peu dans le même esprit, parce qu'on parle beaucoup de confiance dans cette relation. Donc, on est dans une relation qui peut même aller jusqu'à de la confession.
il y a le risque aussi que lors de ces échanges soient évoqués des comportements d'un point de vue éthique qui peuvent être condamnables, ou en tout cas en dehors, que ce soit du harcèlement ou autre. Que fait le mentor quand il se retrouve avec une telle information à gérer? Alors, il y a deux sujets dans ce sujet-là, parce qu'il y a aussi une différence avec l'aide psychologique, et je reviens d'ailleurs sur compassion. Parfois, vous avez des mentorés qui ont un souci personnel, un conflit conjugal, une dépression, etc. Donc, c'est normal que s'ils aient envie d'en parler à leur mentor, ils le posent sur la table. Vous devez être contenant, mais pas vous laisser déborder. Ça veut dire que vous pouvez accueillir cette souffrance, mais vous devez proposer à la personne d'aller voir son médecin, d'aller voir un conseiller conjugal. Est-ce que tu es accompagné par ailleurs? Est-ce que tu as pensé à aller voir ton médecin? Bien évidemment, ici, j'entends ta souffrance et bien évidemment, je ne suis pas compétente pour la traiter. Nous, on va traiter l'aspect professionnel, mais est-ce que tu es accompagné par ailleurs? Ou je t'encourage vivement à être accompagné par ailleurs. Si c'est une question de harcèlement, vous devez connaître ce qui se passe dans votre entreprise, parce qu'il y a toujours des numéros verts, etc. Et encourager la personne à suivre la procédure interne qui permet d'avoir un signalement. La seule, peut-être, je n'ai pas de vérité absolue à vrai dire là-dessus, hein, peut-être le seul moment où le mentor pourrait sortir de sa réserve et peut-être appeler le DRH, c'est quand on sent un mentoré qui s'effondre, burn-out, et que vous voyez qu'il n'a même plus la force d'aller le dire, d'aller le signaler. Donc là, peut-être c'est je dirais le seul moment où vous devez en effet sortir de votre réserve et aller voir le DRH. Alors après, il y avait une autre question dans la question, du coup. Parce que sinon, il y avait une autre question qui est effectivement, donc, vous l'avez dit dans la première partie, le mentorat peut être également intergénérationnel. Donc, question de Michel. Aujourd'hui, où on voit que les personnes sont de plus en plus jeunes, sont promues à des positions assez haut placées avec des grosses responsabilités, et justement donc des personnes qui ont, en termes d'expérience, pas forcément encore connu beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez une recrudescence du mentoring fait justement par des plus seniors, enfin des personnes plus âgées, pour en gros aider ces jeunes à assumer leur position? Oui, je pense que les DRH sont assez vigilants à ça, le fait d'avoir quelquefois 4 générations au travail. Et c'est vrai que collectivement, ça me permet de vous dire aussi qu'on a beaucoup parlé des bénéfices pour les mentors et pour les mentorés, mais pour le collectif, à partir du moment où les programmes sont pérennes, qu'ils sont sur un périmètre qui est important, eh bien, on va avoir des bénéfices collectifs mesurables. On va voir qu'il y a un sentiment d'appartenance qui va se développer. On va voir qu'il va y avoir du décloisonnement entre les métiers, entre les services, entre les générations. Et on va voir progressivement se développer une culture d'entraide. Et il va y avoir de la transversalité et parfois des idées business. J'ai par exemple une anecdote chez Danone d'un mentor qui était directeur commercial et qui avait une jeune femme qui était à la formation. Et cette jeune femme était très geek et donc très éveillée sur les outils numériques. Et donc, il a été son mentor. Mais la conséquence business de ça, c'est qu'elle lui a appris des choses et qu'il a inventé un module e-learning pour ses clients. Donc, vous voyez, c'est de l'inattendu, c'est du plus. Hein. Mais voilà, ça favorise l'agilité des entreprises, la circulation des idées. Et encore une fois, ma conviction, c'est que face aux enjeux qu'on a demain, ce n'est pas la compétition qui va nous aider, c'est l'entraide entre les personnes, c'est la mise en commun des compétences et la transversalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de faire un peu le tour. Donc, pour revenir sur les bonnes conditions de la relation, c'est le volontariat, très important de s'assurer, même si c'est un programme qu'on met en place, du volontariat des personnes. Et puis, il faut y aller avec l'envie de découvrir, avec un zeste de discipline, évidemment. Hein. Je dirais, c'est une co-responsabilité. À partir du moment où on est un binôme mentor-mentoré,
il y a une co-responsabilité qui s'installe. Alors, les échecs de mentoring, là, je prends une question au hasard qui est dans le chat. Oui, bien sûr. Quand on a une promotion, par exemple, on organise une promotion de mentor-mentoré, c'est pas rare qu'on ait un ou deux échecs sur l'ensemble de la promotion. Et c'est juste la vie, quoi. C'est-à-dire, j'ai commencé le mentorat, mais je tombe enceinte, je suis arrêtée. J'ai commencé le mentorat, mais j'ai quitté l'entreprise. Le mentor qui a déjà une responsabilité importante, qui se voit confier un gros projet, il n'est absolument plus dans la capacité de continuer, etc. Alors, ce que je conseille toujours, et j'en parle toujours dans mes formations, ça peut s'arrêter, et à l'impossible, nul n'est tenu. Ce qui est important, c'est de se le dire. Ce n'est pas de disparaître dans la nature, comme quelquefois ça se passe. C'est-à-dire, mon mentor me fait peur, je n'ai pas réussi à créer une relation de confiance, comme par hasard, j'ai changé les rendez-vous, etc. Ou le mentor, l'inverse, hein, le mentor qui postpone plusieurs rendez-vous, le mentoré va avoir du mal à reprendre contact. Hein, il va se dire qu'il est trop chargé. Justement, pour rebondir là-dessus, là, il y a quelques questions justement sur un peu la durée conseillée du mentorat et la fréquence des rencontres. Vous l'avez un peu mentionné dans la première partie. Alors, moi, c'est un cadre général et je dis toujours à vous de vous en saisir et de l'ajuster au fur et à mesure. Ce qui compte beaucoup, c'est l'ajustement au fur et à mesure. Donc, j'aime bien dire un rendez-vous par mois pendant 6 mois. Parce que beaucoup d'entreprises disent 1 an et franchement, 1 an, c'est long. Et alors après, on peut très bien se dire au bout de 6 rendez-vous, on a envie de continuer, j'ai d'autres sujets ou j'ai commencé avec tel sujet, mais en fait un sujet en cache un autre, ou bien j'ai changé de poste en fait entre deux, l'actualité elle est différente, est-ce que tu peux m'accompagner sur mon intégration? Tout ça est complètement possible à partir du moment où on a une relation efficace et de confiance. Et on peut aussi s'arrêter au bout de 3 ou 4 rendez-vous. Ah, on a super bien travaillé. Ben, merci beaucoup. Tu m'as vraiment déblayé le terrain sur. Je me faisais des nœuds dans la tête, mais tout va bien. Et ben, si tu veux, la prochaine fois, on fait vraiment notre rendez-vous de bilan. Et important de faire un rendez-vous de bilan. Pourquoi? Parce que souvent, on reste amis après, en contact. Mais c'est autre chose. Donc, le rendez-vous de bilan, il permet de dire où j'en étais quand je t'ai rencontré, comment j'ai cheminé, qu'est-ce qui m'a aidé. Merci beaucoup. Quand tu m'as raconté ça, c'était très aidant pour moi. Ou bien là, tu m'as ouvert une porte, tu m'as introduit auprès de telle personne. Pas sponsorship, hein, c'est juste, tiens, je connais quelqu'un qui a tel métier, tu pourrais le rencontrer. C'est juste ça. Merci beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup apprécié ta bienveillance, etc. Et vous pouvez dire en tant que mentor ou mentoré, ben voilà comment je t'ai vu évoluer. Et ensemble, réciproquement, se dire qu'est-ce que vous avez apprécié l'un par rapport à l'autre. Et se dire merci et au revoir. Très important. Est-ce qu'un mentorat peut d'ailleurs donc démarrer entre un mentor et un mentoré et au bout d'un moment, éventuellement, je pense que ça viendrait plutôt du mentor qui peut guider le mentoré vers un autre mentor au sein d'un même groupe qui serait d'ailleurs peut-être dans une autre division, dans une autre partie, peut-être aussi avec un background et un parcours très différent et qui pourrait être très complémentaire. Oui, on peut faire ça, mais quand on fait ça, parfois on va être tenté d'aller vers quelque chose qui va ressembler plus à du tutorat, de métier à tel métier, etc. Donc, on peut être mentor principal, généraliste, on va dire, et de temps en temps ouvrir une porte pour que le mentoré rencontre quelqu'un d'autre. Mais je trouve important qu'il y ait un fil rouge dans la durée. Et parmi d'ailleurs les petits trucs et astuces, hein, se tenir un petit carnet ou se mettre quelques notes sur son iPhone, tiens, se dire, bah, tiens, on avait parlé de tel article, je vais lui envoyer, et surtout respecter ses engagements, etc. Tout ça est très important. Et aussi, ce que vraiment, c'est issu de ma propre expérience, hein, c'est à la fin de chaque rendez-vous, prendre le temps de 5-10 minutes de faire ce qu'on appelle un wrap-up. C'est est-ce qu'on fait le point? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter pour la prochaine fois? Est-ce que ça t'a convenu la façon? Est-ce que tu voudrais travailler autrement?
Et ça permet, je trouve que tu m'as super challengée, j'aurais aimé être un peu plus soutenue. Ou l'inverse. Ah, je te trouve très maternant, est-ce que la prochaine fois, n'hésite pas à me challenger. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment donner l'occasion au mentoré de vous aider à l'aider. Je me rends compte que je vous parle comme si vous étiez tous des mentors potentiels et pas des mentorés, mais les deux sont possibles. On peut être à la fois mentor et mentoré. Voilà. Et si on peut, eh ben, le rendez-vous qu'on a chaque mois, d'abord, prendre un rendez-vous d'une fois sur l'autre, ça, je peux vous dire, c'est un truc, ça aide beaucoup. Parce que sinon, ça file. Tu m'appelles pour prendre rendez-vous? Non, ça va filer en bas de la pile de ce qu'on a à faire. Donc, c'est prendre un rendez-vous d'une fois sur l'autre, même si ce rendez-vous doit être poussé. Et puis, quand on arrive au rendez-vous, si on peut avoir pris un petit temps avant pour juste faire le vide dans sa tête. Ça, c'est des trucs de coach aussi, hein, on peut s'en servir. Quand on est coach, c'est pas interdit de se servir de ces outils de coach. Donc, prendre un temps pour réfléchir un petit peu, voilà, vider sa tête, et puis démarrer en disant, eh ben, comment vas-tu? Et comment vas-tu, c'est pas, tiens, ça va, bon, alors de quoi on parle aujourd'hui? Non, c'est prendre un petit peu plus de temps que ça, ce que j'appelle la météo du jour. Ah, bah, mon enfant était malade ce matin, j'ai pas pu le mettre à la crèche. Ouah, je sors d'une réunion business, c'est affreux, j'ai envie de te raconter. Voilà, juste poser les choses. Dans quel état d'esprit on arrive? Comment on peut ensemble déjà se mettre progressivement sur une même petite vibration pour rentrer dans le vif de notre sujet de mentorat. Catherine, il y a une question de Philippe qui demande quelle est la place de la similitude des personnalités dans la réussite de la relation? Eh ben, moi, je recommande de ne pas être similaire, d'être complètement différent. Alors, après, il y a quand même des... Parce qu'il peut y avoir des questions de personnalité, ça arrive rarement, mais quand même, quand en entreprise, les personnes font les binômes et que je les assiste un peu pour faire les binômes, bon, déjà, évidemment, pas même métier, pas même service, pas hiérarchique, pas de relation fonctionnelle, déjà, ça élimine beaucoup, d'accord? Et après, si la personne qui fait les binômes connaît bien les personnes, elle peut, par exemple, éviter de mettre quelqu'un qui est vraiment très extraverti, un mentor très extraverti, avec un mentoré qui serait vraiment timide. Parce que là, il y a des chances que ce soit un petit peu déséquilibré. Hein. Surtout si le mentor, il n'est pas tout à fait dans la bonne posture tout de suite et qu'il a plutôt tendance à vouloir donner des conseils, à dire je vais t'expliquer comment c'est la vie. Donc, s'il est comme ça et qu'il y a un mentoré très timide, je pense que ça ne va pas le faire. Et j'ai des exemples dans ce sens-là. Hein. Mais vraiment, même parfois, j'ai envie de dire, attendez, vous mettez les noms dans le chapeau et vous secouez. Et c'est bon. Parce qu'à partir du moment où vous partez avec un état d'esprit d'ouverture, d'envie de connaître une personne nouvelle, de curiosité, et que vous savez que c'est une relation qui ne concerne personne d'autre, et que vous allez pouvoir être vous-même, franchement... Une question d'ailleurs pour aller au-delà, on parlait de la diversité des personnalités, on est aussi, enfin, je pense qu'on a à peu près tous eu cette expérience dans des groupes internationaux où on retrouve donc plusieurs nationalités. Est-ce qu'on peut envisager un mentorat interculture ou avec, en plus n'ayant pas forcément la même langue native? Est-ce que ça peut être bloquant? Enfin, après, ou est-ce que c'est quelque chose à privilégier ou au contraire à essayer d'éviter? Alors, c'est quelque chose à accompagner particulièrement, je vais dire ça. Alors, dans un des programmes que j'accompagne, qui implique 7 grandes entreprises qui sont internationales, et donc c'est du mentoring croisé pair à pair, il y a forcément des binômes qui sont dans des cultures différentes. Et ça a un aspect positif, par exemple, je vais citer un binôme d'une Française qui va accompagner une personne indienne qui vient d'arriver en France et qui dans une autre entreprise et qui évidemment est un peu perdu sur la culture française, les codes des cultures françaises, notamment dans les milieux corporate, etc. Donc ça va être très bénéfique évidemment pour la personne qui est mentorée
Par contre, sur la question de la langue, il faut se comprendre. Donc, il faut quand même, si c'est en anglais, avoir un anglais. Par exemple, moi, je ne pourrais pas m'entourer en anglais, hein, franchement. Il faut vraiment être fluente en anglais pour pouvoir accompagner correctement. Sinon, ça va être vraiment un obstacle. Mais on pourrait imaginer qu'il y a des programmes de mentorat dans des grandes entreprises internationales où exprès, c'est justement un des critères de dire on va former des mentors et des binômes mentors-mentorés qui ne seront pas de la même culture pour créer, voilà, décloisonner entre les cultures, entre les pays. On pourrait tout à fait imaginer ça. Ce qui est important dans les entreprises, quand on met en place un programme de mentorat, c'est d'être dans la stratégie de l'entreprise et dans les politiques humaines de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a un plan d'égalité homme-femme et on veut mettre en place un certain nombre d'actions pour faire ça? Est-ce qu'on a un turnover de jeunes qui repartent aussitôt qu'ils sont rentrés et on veut les fidéliser? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc, il faut être clair sur le pourquoi avant même d'envisager un comment. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions là où vous trouverez des réponses j'espère, dans le PDF. Et sinon, dans le PDF, il y a mon téléphone et mon adresse mail. Et vous pourrez me contacter pour que je vous aiguille les uns les autres. Là, je vois qu'il y a des questions. Des questions. Et puis, vous pourrez aller sur le site de MCC. L'étude va être mise à disposition et c'est accessible gracieusement sur le site de MCC d'ici quelques jours. Là. Là, je vois une des dernières questions, mais enfin, vous l'avez, je pense, plus ou moins mentionné. Là, c'est bien la DRH qui est la mieux placée, enfin, la direction RH qui est le mieux placée pour piloter un process de mentorat au sein de l'entreprise. Alors, pas toujours. Ça peut être parce que les DRH ont énormément de travail. Et c'est vrai que mettre en place un programme de mentorat demande un certain temps. En tant que consultante qui accompagne les entreprises, j'aime bien que la DRH délègue un chef de projet au sein de son équipe et qui va passer un certain temps, qui va être mandaté pour passer un certain temps là-dessus. Si c'est le DRH lui-même, il va avoir du mal quand même à dégager le temps nécessaire. Ça peut être aussi une tête de réseau. Par exemple, j'ai beaucoup de clients, c'est en fait des têtes de réseau de femmes ou d'alumni, ou etc. Ça peut être un responsable qualité de vie, parce que le mentorat peut être une des pierres, un des morceaux du puzzle de la qualité de vie. Ce n'est pas le baby-foot qui va faire de l'entraide. Le mentorat est plus efficace que le baby-foot pour la culture. Et le lieu de rendez-vous, là, c'est une question également posée. Est-ce qu'il faut privilégier un lieu neutre, même voire extérieur à l'entreprise, ou en tout cas si c'est dans l'entreprise, quelque chose qui soit ni le bureau de l'un ni le bureau de l'autre? Oui, oui. Je vois une infinité de questions là. Alors, ceux qui sont vraiment très motivés, vous pouvez acheter mon livre aussi, vous trouverez les réponses aux questions. Sur le lieu, bien évidemment, un lieu neutre, ça veut dire pas dans le bureau du mentor, parce que déjà, il est impressionnant. En plus, s'il reçoit dans son bureau, on a toutes les chances que la relation de confiance ait un peu de mal à s'établir. Un lieu neutre, si possible, plutôt pas un restaurant bruyant. Bon, de toute façon, en ce moment, c'est pas le cas. Voilà. Et encore une fois, comme pour le rythme, c'est le rythme qui est plus important que le nombre de rendez-vous, mais comme la durée, le nombre, etc., c'est l'ajustement au fur et à mesure. On a essayé ça, est-ce que tu as un lieu qui convient ou pas, etc. Moi, j'ai des tas d'exemples de mentors et de mentorés qui vont, quand il fait beau, s'ils ont la chance d'avoir un coin de verdure en dehors du bureau, ben ils vont pratiquer en marchant. Moi, je fais ça en coaching. Je vais vous dire, c'est génial. D'abord, on est l'un à côté de l'autre, puis on respire, on regarde les arbres. Franchement, si on peut faire ça, c'est bien. Je sens qu'on a fait un peu le tour des questions. Et puis, vous avez l'habitude de ne pas trop dépasser. Je vois qu'il est 20h11, c'est ça, ce que m'avait dit Christophe, qu'on essaie d'être… Oui, eh ben, je vous propose qu'on conclue. Catherine, est-ce que vous voulez donner peut-être un petit mot de la fin pour synthétiser tout ce qu'on a pu échanger? Oui, ben déjà, merci beaucoup parce que je vois qu'il y a de l'appétence et moi, je compte beaucoup sur vous
des ambassadeurs du mentorat. Donc, je vous encourage vivement. J'ai entendu plus ou moins qu'il y en a certains qui pratiquent déjà. Et peut-être qu'il y en avait certains qui pratiquaient sans le savoir. Hein. Et donc, je vous encourage, comme Monsieur Jourdain, de continuer à pratiquer le mentorat, de le faire connaître. Parce que je pense que savoir demander de l'aide et savoir apporter son aide, c'est des compétences. J'aimerais que ce soit reconnu comme de vraies compétences à part entière. Et c'est ça qui va faire qu'on va créer de la solidarité, de la transversalité, de l'agilité et de l'entraide dans les entreprises. Alors, soyez les ambassadeurs du mentorat. Et peut-être, j'ai l'habitude de dire aux mentors et aux mentorés que je forme, si vous prenez ça comme un cadeau pour vous, parce que souvent dans les entreprises, on leur propose, hein, donc les mentorés disent, ben, on me le propose, j'ai pas osé refuser, mais c'est encore un truc en plus, vous voyez, ce genre de réaction première. Je dis, si vous prenez ça comme une tâche en plus que vous mettez en haut de la pile, ça ne va pas marcher. Mais dans la journée, vous avez besoin de respirer. Et puis, vous ne pensez pas forcément à respirer. Si vous prenez ces rendez-vous de mentorat comme des bulles de respiration, des bulles d'oxygène, eh bien, là, vous allez vous faire un cadeau et vous avez besoin de respirer. Et si vous le prenez comme ça, alors ça va marcher. Donc, faites-vous ce cadeau d'être mentor, d'être mentoré et de vous donner ces bulles d'oxygène. Ben, merci beaucoup, Catherine. C'est vous qui nous avez fait un beau cadeau ce soir en partageant avec beaucoup de conviction et en nous faisant part de votre témoignage. On a passé vraiment une très, très belle soirée. Donc, je pense que tout le monde peut lever le pouce pour vous dire un grand, grand, grand merci pour ce beau témoignage. Merci aussi à toi, Bruno, hein, un bel exemple d'investissement au sein du réseau Dino. Merci à Hervé qui nous a permis d'avoir cette session de qualité sur le plan technique. Merci évidemment à vous tous. Et je vous donne notre prochain rendez-vous qui a lieu dans une semaine, le 15 octobre prochain. Nous aurons comme invité Henri de Castres et nous parlerons de cette fameuse crise et des premiers enseignements que nous pouvons tirer tous ensemble. Donc, on sera ravis de vous revoir et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Au revoir à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir, Catherine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Au revoir à tous.